De retour au rendez-vous matinaux. Bonjour à tous, rebonjour. La prochaine présentation, la prochaine compagnie qui présentera Luxe Aérobot, on a Vincent Lachance. Vincent Lachance a un parcours très intéressant. À l'âge de 17 ans, il a comme lâché l'école pour faire un pitch devant une version canadienne, là, un peu de Shark Tank. Puis il a reçu des fonds pour démarrer son entreprise à partir de cette émission-là. Et ensuite de ça, il a parti une compagnie qui s'appelle Montréal Fresh, la première épicerie en ligne au Canada qui permet de livrer la journée même. Bref, pour ces années-là, c'était une révolution. En fait, c'était le premier à faire ça, on s'entend. Ou un des premiers. Ensuite de ça, bon, en 6 mois à peu près, la valeur de son entreprise, ses ventes et tout ont plus que triplé. Puis suite à ça, il a reçu de nombreux prix comme Young Entrepreneur of the Year dans la province de Québec. Puis il a aussi été sélectionné pour le palmarès 20 Under 20 in Canada en 2015. Ensuite de ça, prenant un peu son expérience en start-up, il a pris toutes ses connaissances et il est parti un peu sur un 2 ans de recherche et développement pour essayer de vraiment développer son côté, son expertise plus techno, puis spécifiquement les technologies dans l'aérospatiale. Donc, les fusées, les ballons, tous ces trucs-là. Il a fait beaucoup d'expérimentation. Puis au final, ben, il a trouvé, dans le fond, qu'il y avait vraiment un marché à aller chercher puis à aller cibler tout ce qui était comme plateforme en très haute altitude, sans nécessairement être dans l'espace, mais juste être avant l'espace. Donc, il a vraiment vu qu'il y avait un marché potentiel à cet endroit-là. Et c'est là, dans le fond, c'est là que Vincent est rendu. Plus récemment aussi, il a aussi été sélectionné comme entrepreneur, comme représentant canadien pour aller au Japon, au G20 avec The Young Entrepreneur Alliance, où une centaine d'entrepreneurs vont se rejoindre à Fukuoka, si je prononce bien ça, for the annual G20 YEA Summit. Donc, bref, un parcours super intéressant et une entreprise super intéressante. Et bref, je vais laisser la parole à Vincent pour vous présenter son entreprise. Merci Julien, c'est dur de ne pas avoir une aussi belle intro, tabarnouche. Puis good job aux 2 présentations avant. J'étais un peu la barre est haute, là, fait que je vais essayer de rendre ça pertinent. Mais ouais, donc je suis Vincent, un des cofondateurs, puis le CEO de Luxe. Donc, je vais faire la présentation tranquillement, puis ensuite on pourra avoir les questions. Mais ouais, donc Luxe, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment qu'on bâtit des plateformes stratosphériques qui se trouvent à être des ballons de haute altitude qui prennent des images de la Terre. Puis on utilise ces images-là pour faire de l'analyse prédictive avec des algorithmes de machine learning dans une panoplie d'applications. Je vais aller plus en détail un peu plus loin, là. Mais présentement, là, juste en termes de marché, autant au niveau du marché de l'imagerie aérienne ou l'imagerie satellitaire, la réalité, c'est que la plupart des applications là, qui sont opérationnelles, que tu passes de l'agriculture au secteur minier à la défense, présentement, le type d'imagerie que le marché offre n'est pas suffisant pour résoudre ces besoins-là. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué, nous, quand on a lancé Luxe et qu'on a fait de la recherche de marché, c'est qu'il y avait vraiment un gap dans le marché pour une nouvelle source d'imagerie aérienne qui était moins chère, mais tout en gardant une bonne qualité. Donc, c'est un peu ça le overview. Juste pour être plus contextuel là, en termes de c'est quoi concrètement une plateforme stratosphérique, il y a 3 grands éléments. Là. Donc, il y a un gros ballon qui te permet de flotter dans les airs. Puis ensuite, tu as la capacité de contrôler l'altitude de ce ballon-là. Donc, tu as une certaine manière là, de faire de la navigation contrôlée. Et ensuite, en bas du ballon, dans le fond, tu attaches ce qu'on appelle en français une nacelle ou une gondole, là, peu importe. Puis de ça, c'est un peu l'équivalent d'un satellite en termes de fonctionnalité et d'équipement, mais à place d'être à 500 km, par exemple, en basse orbite, tu te trouves être à 20 km, donc 20 fois plus proche de la Terre, si on fait un calcul rapide. Donc, en termes de résolution, tu es capable d'atteindre là, des spécificités qu'aucun satellite peut atteindre présentement. Donc, c'est un peu l'intérêt de la chose. Là. Juste pour donner un peu de contexte là, sur où est-ce qu'on est puis où est-ce qu'on s'en va. Donc, présentement, on utilise des ballons en latex on est capable d'avoir environ 40 kilos attachés dessus.
Donc, après ça, là, tu mets des batteries, des panneaux solaires, tes caméras, ordinateur de bord, etc. Puis on est capable d'avoir des vols, comme un peu décrit ici, d'environ la moitié d'une journée. Et on est en train de switcher justement vers des ballons en plastique qui sont plus complexes, plus dispendieux, mais plus performants. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'être en mesure d'avoir des vols de plusieurs mois de manière continue. Donc, vous pouvez imaginer là, que dans la stratosphère, quand il fait moins 70, la densité de l'air est à genre 0,01 %. Donc, la chaleur n'est pas très bonne à bouger. Il y a de l'humidité, la radiation est présente. Ce n'est pas un environnement qui est facile. Là. Donc, tout ça pour dire que c'est un peu comme être dans l'espace en termes de difficultés techniques, mais sans l'être. Juste en termes de comparaison rapidement ici, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que un des avantages numéro un des plateformes stratosphériques, c'est vraiment au niveau de la persistance. Donc, la capacité à prendre des images en fil continu. Donc, on pourrait revenir un peu plus loin, mais notre premier contrat, c'est avec l'armée australienne et c'est pour faire de la surveillance de feux de forêt. Donc, comme on a pu le voir, avant COVID, l'Australie avait brûlé pas mal. Donc, tout pour dire que les feux de forêt, c'est un bel exemple de comment la comparaison des technologies tient. En étant capable d'acquérir des images continues à un prix abordable avec une résolution, c'est présentement quelque chose qui n'existe pas dans le marché. C'est un peu ça que je disais un peu plus tôt. Là. Donc, c'est un peu là, nous, qu'on est en train de faire une première démonstration qui est un bon proxy pour beaucoup d'autres applications, mais c'est vraiment d'être en mesure d'avoir un groupe de ballons qui reste en haut d'un point d'intérêt qui se trouve être un feu et de là, d'être en mesure de télécharger les images avec une antenne au sol et aussi être en mesure de faire de la communication entre ballons. Donc, il y a beaucoup d'éléments à tout ça. Mais bon, l'image parle bien. Je voulais juste aussi donner un peu plus de contexte par rapport au côté logiciel. Donc, en termes d'électronique, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que nous, on est assez avant-gardiste en termes de tout ce qui est détection à bord, donc edge computing en anglais. Donc, ça, c'est un peu un exemple de qu'est-ce qu'on est en train de bâtir pour les feux de forêt. Donc, on fait beaucoup de caractérisation d'ordinateurs de bord, donc des Jetson Nano, par exemple, pour voir justement quand ils fonctionnent à pleine capacité versus différents éléments. Bref, ça aller trop en détail. Le point étant, c'est que présentement, on utilise des algorithmes de machine learning pour faire de la détection de fumée et de points chauds. Puis c'est un projet qu'on regarde là, pour avoir une collaboration officielle avec l'INO à Québec. Donc, super excitant d'avoir des joueurs comme ça qu'on peut se team up. Et tout ça pour dire que pour, par exemple, le système de gestion de feux de forêt qu'on est en train de mettre en place, qu'est-ce que Lux travaille à faire? C'est vraiment d'intégrer nos images dans un système logiciel pertinent. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment pour être en mesure d'aider les agences qui fight les feux de forêt. Donc, par exemple, la SOFA au Québec, on leur parle. Donc, tout ça pour dire que le but, c'est que les images soient utilisées d'un point de vue opérationnel et non pas juste d'une stratégie. Donc, juste pour comprendre un peu le type d'application à travers les années qu'on va continuer de développer la technologie. Donc, la défense en Australie, il y a 3 grandes familles d'applications. La première qui est plus toute la gestion d'urgence, donc par exemple, quand il y a des feux de forêt. La deuxième, qui est toute la gestion côtière. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on regarde aussi à faire avec MDA au Canada. Mais la gestion côtière, c'est une belle application où présentement, il y a beaucoup de pêche illégale. La Chine, entre autres, a une flotte de plus de dizaines de milliers de bateaux illégaux qui font de la pêche. Fait que c'est pas très connu, mais c'est triste. Donc, tout pour dire qu'il y a encore beaucoup de problèmes en termes de surveillance des océans. Et ensuite, il y a des trucs purement militaires qui sont moins intéressants. Je fais juste rapidement. Mais ouais. Donc, pour aller un peu sur qu'est-ce que nous, on bâtit comme produit, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que Lux n'est pas un bombardier dans le sens qu'on ne veut pas bâtir et vendre des ballons. Donc, nous, notre modèle d'affaires, c'est de bâtir une constellation de ballons en haut de régions données. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on va faire en Amérique du Nord, commençant par le Canada. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que notre constellation, c'est Lux qui l'opère et on est capable d'acquérir des images. Et donc, de là, d'offrir un service à plusieurs industries. Donc, c'est un peu ce que nous, on travaille à démontrer, d'avoir une constellation qui peut desservir à plusieurs segments de clients. Donc, c'est vers là qu'on s'en va. Puis, je pense que ça va avoir une belle impact au Canada. Juste en termes de payload qui s'en vient, donc c'est un peu la beauté de notre technologie. Donc, il y a 2 aspects. Donc, tout ce qui est l'équivalent dans le secteur satellitaire, on dirait un satellite bus. Donc, tous les systèmes critiques, mais excluant l'instrument scientifique principal. Donc, là, c'est vraiment ça notre expertise, plus que la fabrication de payload. En termes de payload présentement qu'on est en train de travailler à intégrer, avec ABB à Québec, justement, il y a un sensor hyperspectral. Donc, ça va être super excitant de faire des images en vol. Comme je disais plus tôt, via le fait qu'on est à Contino, à l'accélérateur de l'INO, on est en train de regarder aussi pour faire une démonstration de l'intégration de caméras thermiques que l'INO bâtit.
et aussi tout ce qui est plus télécom. Là. Donc, j'ai mis Minarec, là, mais tout ce qui est laser communication, c'est un secteur de marché qui est en train de croître significativement, mais il y a beaucoup de défis techniques avec tout ça. Mais tout ça pour dire que Lux est un peu payload agnostique, dans le sens où on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc, quand tu regardes tout le domaine du signal intelligence, donc l'interception d'ondes radio pour faire du géoréférencement et des affaires de même, il y a beaucoup d'options. Fait que nous, de notre côté, c'est un peu ça le défi, c'est de prioriser plus que de qu'est-ce qui est possible, puisque tout est possible. Le défi, par contre, c'est vraiment la gestion là, de ton énergie. Donc, un des gros limitants dans la stratosphère, c'est que tu génères ta puissance avec des panneaux solaires qui sont attachés au ballon. Donc, c'est sûr que des payloads qui consomment beaucoup d'énergie, ben, c'est plus difficile. Donc, c'est ça. Ça revient toujours à la gestion de l'énergie. Juste pour mieux expliquer comment on bâtit notre service, parce que je pense que c'est important. Donc, Lux nous permet, en fait, Lux et nos plateformes stratosphériques nous permettent vraiment d'avoir une source d'imagerie qui est unique, qui est propre à nous. Donc, ça nous met dans une position vraiment avantageuse pour ensuite bâtir vraiment une chaîne de valeur dans laquelle on est capable d'utiliser notre imagerie et travailler avec différents partenaires pour influencer, comme je disais plutôt, différents segments de marché. On peut voir le genre de clients finaux là, qui peuvent utiliser ce genre de plateforme-là. Donc, on est vraiment à la fois dans une expertise d'aérospatiale pure et tout ce qui est plus d'intelligence artificielle et de gestion de données massives, là, si je peux le dire comme ça. Là. En termes d'applications, c'est un peu ça que je disais plus tôt. Donc, il y a beaucoup d'applications potentielles. Présentement, l'agriculture, ça en est un bon en termes de faire de la prédiction de volume de grains quand c'est rendu le temps de la récolte, de la gestion côtière. L'industrie du vin, c'est une industrie que je trouve vraiment très drôle en Australie où j'apprenais récemment que s'il y a encore des gens qui font le test de vin qui décident du prix que ça va être vendu et non pas une analyse chimique objective. Donc, en tout cas, petite parenthèse. Puis ensuite, il y a le fait aussi que donc, durant nos vols de plateformes stratosphériques, on acquiert des données météo. Donc, avec toutes ces données météo-là, ça pourrait être très complémentaire avec les données météo qui sont actuellement utilisées pour faire les prévisions météo qu'on utilise à tous les jours. Là. Donc, il y a toute l'opportunité d'utiliser ça pour aider à mieux comprendre le climat sur Terre. Juste vous donner un petit peu d'idée en termes de taille de marché. Donc, ça, c'est vraiment la taille de marché du marché existant de l'imagerie aérienne. Donc, l'imagerie aérienne, c'est vraiment présentement principalement des gens qui font voler des avions et les drones commencent à rentrer un petit peu, mais c'est encore beaucoup les avions là, réellement. Donc, comme on peut voir, l'Australie et le Canada, les deux marchés qu'on se concentre présentement, sont d'une taille assez similaire. Puis les États-Unis, ça reste là, la région où il y a le plus de revenus. Donc, nous, qu'est-ce qu'on aime dire, c'est que c'est plus facile d'aller chercher des parts de marché dans un marché existant de l'imagerie aérienne pour ensuite créer un segment marché qui présentement n'existe pas en ajoutant l'analytique des données directement avec notre source d'imagerie. Mais au moins, on est capable justement d'aller dans des marchés existants. Donc, c'est plus facile de prendre des revenus qui existent déjà que d'éduquer des clients sur une nouvelle opportunité. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a la chronologie. Donc, vers où qu'on s'en va, on peut vraiment être en mesure de déployer une constellation globale là, de plateformes stratosphériques. Donc, à terme, là, on vise à avoir des centaines d'unités qui vont voler de manière là, continue. Pour vous donner une idée de grandeur, là, le record du monde en termes de vol de ballon le plus long, c'est environ 2 ans et 1 mois. Donc, c'est quand même possible d'avoir des vols d'une longueur assez significative. Puis bon, il y a beaucoup de défis techniques là, pour avoir ce genre de performance-là. Là, les plateformes stratosphériques, tu as beaucoup de redondance. Là, fait que, tu vas avoir 3 ordinateurs de bord pareil, par exemple, au cas où il y a une radiation que tu n'es pas l'occupe et que tu as des courts-circuits ou des affaires de même. Donc, c'est ça. C'est assez un environnement qui n'est pas très facile. Là. Juste pour rêver un peu, là, on est chanceux d'avoir du support financier de l'Agence spatiale canadienne et on attend aussi, on est en évaluation pour du support financier de l'Agence spatiale australienne. Donc, nous, on met vraiment de l'avant que les ballons, c'est une manière très efficace de faire l'exploration spatiale. Parce que le problème des rovers, c'est que la distance parcourue, ça ne va pas très vite quand tu es petit 4 roues là, sur Mars. Là. Donc, les ballons ont la capacité de flotter, donc de ne pas être limités par la géographie. Donc, tu peux voler en haut des crevasses. Donc, ça pour dire que pour faire à la fois de l'acquisition d'images et ou de l'acquisition de données météo d'autres planètes, on pense qu'on est bien positionné.
Donc, je vais juste faire la petite parenthèse parce que c'est cool. Bon, ça augmente la complexité aussi, donc d'où la nécessité de team-up avec des gens du Québec pour faire arriver ça. Mais je pense qu'il y a une belle entrain pour ça avec ce que Elon Musk fait. Et ouais, je veux juste préciser que nous, notre hypothèse là, au final par rapport à ça, c'est que les données météo d'autres planètes pourraient être très utiles pour aider à un peu là, contrer les changements climatiques ici sur Terre, ou du moins mieux les modéliser, parce que c'est quand même un défi. Et donc, c'est ça. Donc, bref, j'ai fait une présentation là, très 360, là, plus que vous comprenez un peu qu'est-ce que Lux fait, vers où on s'en va. Mais la réalité, c'est qu'on est vraiment un intégrateur dans le sens où on crée une nouvelle catégorie de plateforme d'acquisition de données. Donc, avant, il y avait les satellites, il y avait les avions, les drones. Donc, la plateforme stratosphérique, c'est vraiment une nouvelle catégorie. Donc, étant un peu le rôle de l'assembleur final, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes dans différents sous-systèmes. Donc, c'est un peu pour ça qu'ici, on parle de tout ce qui est analytique à bord. Ensuite, quand tu connectes plusieurs ballons ensemble, donc tu as un lien de télécommunication, tu es en mesure de distribuer cette analytique-là. Ensuite, quand tu fais rouler beaucoup d'électronique dans un environnement où la densité de l'air est presque inexistante, en général, la chaleur se dissipe très mal. Donc, il y a beaucoup de travail qu'on doit faire pour mieux modéliser et comprendre des solutions pour ça. Ensuite, au niveau de la gestion de l'énergie, c'est un autre problème où, dans des vols de longue endurance, c'est vraiment seulement nos panneaux solaires durant le jour qui nous permettent de nous fournir des données, de l'énergie. Donc, il y a différentes manières d'optimiser ça, mais ça reste un problème important. Ensuite, comme je disais un peu plus tôt, la radiation, en étant en haut de la couche d'ozone, on se fait un peu bombarder. Donc, des électroniques qui sont capables de survivre des conditions comme ça, ce n'est pas nécessairement facile. Et c'est ça, là, on peut voir l'ensemble des problèmes que j'ai mis qui étaient une belle manière là, de potentiellement collaborer. Donc, un peu comme on disait, là, on est très actif en Australie et au Canada. Donc, en termes de supply chain, on est un peu dans une étape où on regarde là, vraiment à mieux travailler avec les gens du Québec. Donc, je suis super content là, de pouvoir présenter. Puis, on est super ouvert à un ensemble de collaborations. Là. Je pense que c'est un peu la beauté là, de l'écosystème 19 ans du Québec. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager aujourd'hui. Merci beaucoup, Vincent. Très belle présentation high level à 20 km d'altitude. Super